Bonjour, selon une étude de l'ADEME, le temps total perdu en France par les automobilistes en quête de stationnement serait de 68 millions d'heures et je ne vous parle même pas du temps qu'on perd dans les embouteillages. Alors que 80% des ménages disposent d'au moins une voiture. Alors comment faire changer les comportements? Comment faire aimer les transports en commun? Communication et transport public est le thème de cette émission Territoire de Com avec mes deux invités, Régis Rostin qui est directeur de la communication du Conseil général du Var et Jacques Bonnet qui est professeur en sciences de la communication et en management. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme. Tout à l'heure, nous retrouverons bien évidemment Bernard Deljari et sa minute de la com consacrée aux mots et à l'importance du choix des mots. Alors avant de voir une première vidéo, Régis, une émission que vous avez mis en place qui s'appelle Varlib Express, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le contexte dans lequel vous avez lancé cette campagne de communication ? La campagne a débuté en septembre 2009. À ce moment-là, le Conseil général du Var a mis en service un nouveau réseau de transport public nommé Varlib. L'objectif était donc de faire connaître ce nouveau réseau. Pour cela, nous avons conclu un partenariat avec une chaîne de radio qui touche beaucoup les 18-35 ans. Et donc, nous avons proposé à la chaîne de réaliser une émission dans un bus, de manière à pouvoir être après diffusée sur les ondes, mais aussi mis en ligne sur le site de la radio. Alors, je vous propose de regarder tout de suite cette émission donc, qui a été produite et réalisée par Canal Var, en partenariat, comme vous l'avez dit, avec la radio Vitamine, et qui s'appelle Varlib Express. Bienvenue ici à la gare routière de Toulon pour ce premier rendez-vous de Varlib Express. Chaque semaine, nous allons monter à bord d'un de ces cars Varlib avec un invité. Et aujourd'hui, c'est Mehdi Nekayes, l'un des ambassadeurs de la boxe varoise, qui est avec nous, direction Bandol. Allez, on y va. Salut Mehdi. Salut. Prêt pour aller à Bandol? Allez, on y va. Allez, on y va. Ouverture du sas. Allez, je te laisse monter. C'est parti pour Bandol. Un mot Mehdi sur ton actualité. Ça va être le 27 novembre. Un match très important, Open Mirabeau à Marseille. Open Mirabeau à Marseille, donc je boxe très certainement donc, le Marseillais Frédéric Serre. Ouais. C'est un peu comme un derby du sud de la boxe, c'est un combat qui s'annonce très chaud, parce que bon, Frédéric Serre est quelqu'un de très vaillant, qui ne recule pas, donc c'est la même chose pour moi. Et là, il y a un titre en jeu, il y a quelque chose, il y a vraiment un enjeu au final, ou c'est encore une fois pour se tester? Il n'y a pas de titre, mais il y a toujours un enjeu, puisque si donc je bats Frédéric Serre, ouais. Tu montes dans ce fameux classement. Je monte encore dans le classement, bon, étant donné que je suis troisième actuellement. Troisième. Je passerai deuxième. Donc là, après challenger. Le champion sera obligé de il ne pourra plus me contourner. Bon Mehdi, on laisse la boxe un petit peu de côté. On est ici aujourd'hui dans un car Varlib. On est parti de Toulon. On va prendre la direction de Bandol. Est-ce que justement les transports en commun, c'est quelque chose qui te parle? Alors pas forcément parler des transports en commun, mais est-ce que le fait de faire des efforts pour moins polluer, c'est quelque chose qui te parle? Préserver l'environnement, c'est quand même une chose qui reste, enfin pour moi, hein, ça reste vraiment très important. Et puis deuxièmement, ça a quand même un rôle économique, surtout en période de crise en ce moment. Et parce que le Varlib, on le rappelle, c'est 2 €. C'est seulement 2 €. C'est-à-dire qu'on part de Toulon, on va à Bandol, 2 €. Exactement. On part de Draguignan, on va à Toulon, c'est 2 € également. Alors Régis, quel est le brief au départ quand vous faites cette émission ? L'idée, c'était de produire des supports de communication un peu différents de ceux utilisés habituellement, c'est-à-dire les spots radio, les insertions presse, les interviews de notre président Horace Lanfranchi dans la presse. Et donc, on a pensé que ces petits formats courts, qui plaisent beaucoup hein, aux 18-30 ans, étaient un moyen de parler autrement du réseau qui est en train de se mettre en place, Varlib. Vous avez fait appel à une star locale, un boxeur. Là aussi, quelle est votre intention ? L'intention, c'était simplement d'associer sa notoriété. C'est vrai qu'il est un petit peu connu sur le département. Il a énormément de fans sur sa page Facebook. Donc, c'était d'associer sa notoriété locale à cette image du réseau et donc d'asseoir l'image sur cette notoriété-là. Alors Jacques, est-ce que les personnalités, quand on parle de communication pour les transports publics, est-ce que c'est un bon vecteur de communication? Et est-ce que les Varois vont prendre le bus parce que les stars locales prennent le bus? Le problème est devenu complexe à ce sujet-là aujourd'hui, parce que c'est vrai que
pendant longtemps, pendant peut-être les décennies précédentes, il est vrai que les récits, les histoires que l'on pouvait raconter en communication attachés à des personnalités fortes, le grand capitaine d'industrie, le grand sportif, le savant, etc., étaient un peu des mythes porteurs dans la société. Aujourd'hui, on sait que ces icônes-là se sont un petit peu effritées. Et c'est un petit peu la revanche du héros du quotidien, si je puis dire. Hein. Et cet usager, héros du quotidien, il faut pouvoir le mettre en scène. Donc on a un peu une problématique qui s'est déplacée, c'est comment, alors qu'effectivement tout ce qui pouvait constituer un ciment collectif et provoquer de l'identification, de l'appartenance, et donc à travers notamment le fait de se sentir proche ou relativement similaire à ces personnages qu'on met en avant, à ces stars locales, comment cela peut-il s'accommoder d'une autre volonté qui est celle aujourd'hui de nombreux usagers, c'est d'exister sur la scène. Hein. Ça, c'est un moteur clé en termes de motivation des individus aujourd'hui. L'individu, si vous voulez, il a pointé le bout du nez face à ce qui était autrefois uniquement collectif. Donc le problème général, c'est comment associer cette appartenance collective avec une mise en avant de l'usager dans tout ce qu'il a d'individualité, et je dirais presque parfois de revendication d'être unique et considéré comme unique dans ses attentes, dans ses besoins et dans ses souhaits. C'est là-dessus que la problématique de la communication s'est déplacée, et donc elle interroge forcément la communication publique à ce sujet-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une campagne comme ça, il faudrait mettre en scène l'usager, c'est lui le super-héros ? Oui, pour une part. Alors, dans un cadre collectif, parce que là, effectivement, on fait appel en appui à ce levier que représente le discours de cette notoriété locale, et ça reste un point d'appui valide, mais peut-être davantage mettre en avant effectivement l'usager dans sa pratique, dans ses réussites, dans ses succès, dans tout ce qui devient gratifiant pour lui, et peut-être une autre forme de gratification aussi, c'est de tenir compte du contexte. C'est vrai que dans un cadrage comme celui-ci, il veut peut-être mieux montrer effectivement, non pas seulement un cadrage peut-être serré sur notre boxeur là, et son intervieweur, et puis bon, un bus plein, c'est pas mal quand même. Donc on verra si vous avez, parce que la campagne avait été faite en 2009. Voilà, le clip qu'on a vu a été réalisé en 2009, au moment du lancement du réseau. Donc on va voir comment a évolué votre campagne de communication, parce que quand on veut faire changer les comportements, évidemment, il faut multiplier les actions de communication. À l'époque, quels étaient les objectifs et quels sont les résultats que vous aviez obtenus ? À l'époque, l'objectif, c'était d'arriver à peu près à 1,5 million voyageurs par an. Aujourd'hui, on est à 1,9 million et d'année en année, on est sur une progression. Lorsqu'on regarde l'année 2009 par rapport à 2011, on est à plus 15%. Voilà. Donc la notoriété a fonctionné puisque les gens utilisent le réseau. La deuxième couche, si vous me permettez cette expression, ça a été une campagne d'affichage. Et la troisième, ça a été un spot de publicité. Exactement. Eh bien, je vous propose de regarder ce spot qui a été diffusé dans les différents cinémas varois, avec toujours comme ambition de sensibiliser les Varois au transport en commun et de les inciter à prendre le bus. Lorsqu'on veut communiquer sur les transports publics, est-ce qu'on est obligé de coller à l'univers de la voiture, d'en reprendre les codes, les messages, l'univers ? Lorsqu'on a réfléchi avec Sébastien Guiol de Canal Var Productions au synopsis du film, on s'est dit, mais aujourd'hui, pourquoi les gens ne prennent pas le bus ? On a regardé différentes études et qu'est-ce qui ressortait ? Peur d'un problème de sécurité. Le sentiment qu'on va faire un voyage de manière très inconfortable. On ne va pas réussir à trouver le bus qui va vous amener exactement à l'endroit où vous voulez aller. Et donc on s'est dit, prenons le contre-pied de tout cela. En plus, on va projeter ce film dans les salles de cinéma. Et qu'est-ce qui passe le plus dans les salles de cinéma ? Eh bien, souvent des publicités pour l'automobile qui font un petit peu rêver. Donc, on a pris le contre-pied de tout cela. On a mis en avant la sécurité, le confort. Et puis, on a donné cette impression qu'on conduisait une voiture de sport. Et en réalité, c'est Varlib. Jacques, même question. Est-ce qu'il faut forcément coller à ce qui existe ? Est-ce que le meilleur service qu'on peut proposer en termes de communication publique pour les transports en commun, est-ce que c'est d'aller copier ce qui se fait et reprendre le code de l'univers automobile ?
copier peut-être pas, mais être en phase avec oui, les cultures du moment, avec un certain nombre de codes qui sont à respecter. On ne verrait pas un message comme celui-ci provoquer une rupture complète en termes de message avec l'existant. Ce serait sans doute dangereux. Mais dans le même temps, je dirais que la communication publique sur ces terrains-là, elle a aussi une forme d'inventivité à témoigner. Elle peut notamment mettre en scène du service, encore une fois, de la plus-value apportée à l'usager lui-même, et le service au public en tant que tel. Ça, c'est peut-être une notion qui mérite d'être davantage concrétisée. L'appui sur des notoriétés locales, on l'a dit tout à l'heure, peut être intéressant. Et puis, on voit bien, ce que nous disait à l'instant, il y a toute cette question de comment prendre en compte toutes les formes de résistance au changement. Vous évoquez des peurs, il y a des craintes, il y a souvent aussi des représentations erronées qui datent parfois d'un certain inconfort vécu. Donc il peut être bon de remonter dans l'histoire de ce vécu pour le comprendre, le diagnostiquer clairement, de façon à ce que le message vienne débusquer ces éléments-là et fasse changer l'imaginaire, les représentations des cibles pour introduire de nouveaux usages. Globalement, il n'y a pas de nouveaux usages, il n'y a pas de nouvelles pratiques s'il n'y a pas de nouvelles représentations dans l'imaginaire des usagers. Donc là, on voit sur le spot que vous avez réalisé, vous avez cherché à lutter contre les clichés, contre l'image un peu ancienne qu'on peut avoir des transports en commun. Est-ce que derrière, il y a quand même, quand on veut communiquer sur les transports publics, est-ce qu'il y a des messages qui sont plus porteurs? Quels sont les arguments auxquels l'usager ou le futur usager va être plus sensible? L'argument économique, c'est-à-dire tout ce qui est lié au tarif, n'est absolument pas porteur. Contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas ça qui va faire que l'individu va utiliser un transport en commun. Nous savons tous que c'est moins cher, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Voilà. Donc il faut jouer sur la proximité, le confort. C'est un peu le parti pris que nous avons eu. On touche au problème de fond de la communication publique ici. C'est que souvent, dans ce qui va être demandé d'un certain nombre de briefs ou chez les commanditaires que nous avons en général, c'est finalement quelque chose d'assez rationnel. Ça pourrait être effectivement, mettez-nous en scène à un coût relativement limité, ce qui est vraiment dans le champ du réel, du rationnel. Et c'est là qu'on voit que toute la plus-value de la communication, elle se joue plutôt dans ce qui est du domaine du sensible, c'est-à-dire dans tout ce qui va être la perception, les attentes, les valeurs attachées par la cible, par exemple en termes de relations, en termes de confort, en termes de proximité, en termes d'ancrage dans le territoire, qui va être valorisé. Et puis le deuxième plan, et c'est vraiment ça le métier de la communication, c'est le sensible, et puis c'est le symbolique, c'est-à-dire choisir des formes de messages qui soient bien adaptées pour faire porter le sens que l'on veut diriger vers cette cible. Finalement, notre métier de communicant, c'est pas de travailler sur une réalité, c'est de mettre en scène une réalité. C'est pas tout à fait le même métier. Cette mise en scène, elle est aussi attachée au territoire, donc les non-varois n'ont peut-être pas été sensibles, mais expliquez-nous comment ce trajet et ce spot est quand même très ancré dans votre département. Alors là, c'était vraiment un choix du réalisateur, c'est-à-dire de mettre en évidence nos paysages les plus emblématiques et les plus identifiables à l'écran, c'est-à-dire le village de Saint-Tropez, les gorges du Verdon, le bord de mer qui évoque aussi bien Bandol que Sanary. Et en même temps, ça donnait une image pour l'extérieur plutôt positive du département, parce que ce bord de mer, on pourrait très bien imaginer qu'on est sur la Riviera italienne ou bien sur la côte à Miami. Le concurrent des transports publics, évidemment, c'est la voiture. Donc, est-ce que ce n'est pas un petit peu illusoire que de vouloir communiquer sur les transports publics? Là, vous avez fait un spot très joli, qui a été diffusé dans les cinémas varois, donc qui a touché le public des cinéphiles, alors que tous les Varois ont subi chez eux, à la télévision, des kilomètres et des kilomètres de publicité en faveur des voitures. Est-ce qu'aujourd'hui, ça rime encore à quelque chose que de communiquer sur les transports publics? Je crois qu'il ne faut pas chercher à remplacer la voiture. Il faut en revanche promouvoir des modes de déplacement alternatifs. L'intermodalité, c'est l'avenir. C'est-à-dire, pour me rendre à tel endroit, je vais utiliser ma voiture, je peux la stationner à un endroit et puis utiliser après un transport en commun. Et c'est ça qui doit être développé, l'intermodalité. La deuxième chose, c'est que certes, on reçoit énormément de pubs sur les voitures. En revanche, les ventes, elles sont en chute. Moins 14% en 2012. Donc on a beau avoir une surabondance de communication liée à l'utilisation de la voiture, les achats ne se font pas. Et alors donc réciproquement, je pourrais vous dire, c'est pas la peine de communiquer puisque les comportements vont évoluer et qu'on va tous aller dans les transports publics. C'est pour ça qu'il est important de mettre en place des réseaux de transport public performants. Et puis, faisons le pari sur l'avenir en se disant, eh bien demain, ces transports publics répondront à un besoin des publics et ils seront en place.
Est-ce que c'est efficace, Jacques, de communiquer sur les transports publics ? C'est efficace, on vient de le dire à l'instant, finalement, si on s'inscrit au moins dans le moyen terme et dans le long terme. On voit bien que quelques saupoudrages d'actions, de support ne peuvent pas suffire à cela. Ça implique une politique à long terme. Et puis, ça implique bien la capacité de la communication à réenchanter. Alors, à mettre peut-être en avant, il peut y avoir des images un peu nostalgiques sur le car d'autrefois qui passait dans la campagne, vous voyez ce que je veux dire en termes d'évocation, qui peuvent être porteuses, mais qui d'un autre côté pourraient offrir une certaine image de ringardise ou un côté désuet qui ne serait pas favorable. Donc il y a tout un travail effectivement de réhabillage ici. Une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas aller vers quelque chose de plus symbolique, peut-être voir et montrer, mettre un peu moins en scène l'outil de transport lui-même et peut-être les usagers, les acteurs, le service rendu, la satisfaction, la qualité sous toutes ses formes. Sans doute qu'il faut que petit à petit, on apprenne à se détacher un peu plus de la vision fonctionnelle ou matérielle pour montrer qu'il y a autre chose, aller plus vers cette dimension symbolique. C'est vrai que dans le domaine de l'industrie, beaucoup de marques et de produits sont allés vers cette tendance-là. Je crois que l'âge est au symbolique aujourd'hui. Et d'abord, l'être humain est un animal symbolique, il ne faut pas l'oublier. Alors évidemment, vous l'avez bien compris, la problématique de la communication en faveur des transports publics n'est pas une spécificité varoise. Ça touche tous les territoires en France et au-delà de ça, ça touche tous les pays pour faire changer les comportements. Et justement, je vous propose 2 spots de publicité pour une société flamande de transport public. Je in groep verplaatsen heeft zo zijn voordelen. Neem de bus of tram en vermijd parkeerproblemen. De lijn. Je in groep verplaatsen heeft zo zijn voordelen. Neem de bus of de tram. De lijn. Donc Jacques, on est exactement dans ce que vous évoquiez, c'est que là on ne voit absolument pas les transports en commun. Oui. On met en avant le collectif dans toute sa dimension représentation. Alors évidemment, je n'irai pas conseiller à nos amis du Var de mettre en avant une scène de banquise pour valoriser leur région, leur mode de transport. Ça ne serait pas tout à fait crédible et pas adapté. Cependant, ce qui est intéressant, c'est le concept très porteur qui est sous-jacent au message en termes de, quelque part, l'union fait la force. Et quand il y a cette union autour d'un certain nombre de problèmes que l'on partage, finalement, dans cet espace public, effectivement, on produit du service au public. Et que de cette union-là naissent un certain nombre de forces qui permettent de contrecarrer des dangers, des difficultés en tant que telles. Ici, par exemple, clairement, les dangers de la non prise en compte des évolutions de nature écologique. Donc, c'est bien construit. Maintenant, c'est toujours à réfléchir dans un contexte, encore une fois, environnemental, dans un contexte culturel. Donc, ne traduisons pas qu'on peut transposer directement ces messages-là. C'est plutôt le concept tel qu'il est construit qui est intéressant dans ses capacités à réenchanter. Et il nous apprend une chose, c'est que désormais, pour parler d'un produit, pour parler d'un service, il n'était pas nécessaire de le montrer en tant que tel. On peut avoir une très grosse force d'évocation, une très grande capacité à déclencher de nouveaux usages, de nouveaux comportements, en ayant une force de suggestion. Et là, il y a une forte capacité de suggestion, bien sûr, à replacer dans son contexte. Donc ces différentes campagnes de communication ont pour vocation à faire changer nos comportements. Quand on veut faire changer les habitudes, des habitudes très ancrées, quel est le meilleur registre? Est-ce qu'il faut miser sur l'humour, comme on a pu le voir? Est-ce qu'il faut être provoquant? Est-ce qu'il faut être pédagogue? Quel est votre avis sur cette question? Il faut surtout bien identifier les cibles, les groupes à atteindre. Et c'est en fonction de ces cibles-là que l'on va adapter à la fois le message et utiliser un levier qui peut être du registre de l'humour ou au contraire pratico-pratique. Tout dépend finalement de le message qu'on veut faire passer en direction de quel groupe. Alors, est-ce que vous auriez un exemple pour illustrer ça? Est-ce que ça veut dire que pour les jeunes, on va miser plutôt sur la provocation, sur l'humour? Est-ce que pour un public plus mûr, on va être sur quelque chose de plus citoyen, de plus pédagogue? Est-ce que c'est à
à ça que vous pensiez, par exemple? Tout va dépendre du thème. Et donc, je pense que, d'une manière générale, tout le recours à un vocabulaire ou à une sémantique de prise de conscience culpabilisante aujourd'hui est totalement inefficace. Je pense notamment à toute la problématique du développement durable. On sait très bien que les termes de prise de conscience et de culpabilisation ou d'incitation à agir en bon citoyen ne sont plus porteurs. Voilà, donc je pense aussi qu'il faut faire attention, vous parliez des politiques en direction des jeunes, attention au jeunisme, attention à cette volonté à tout prix d'être dans l'esprit soi-disant des jeunes, et tel que nous les représentons, nous communicants, ou se les représentent les élus. Donc je crois qu'il faut être très simple dans nos messages, et surtout incarner le message, utiliser des gens qui peuvent susciter une adhésion, une identification, ou au contraire un rejet, mais incarner le message. Et donc, si je vous suis bien, plus que la forme, c'est vraiment sur les termes qu'on va employer, où là, il y a un gros progrès à faire de la part de la communication publique et territoriale, qui emploie des mots savants, éco-citoyenneté, décentralisation, aménagement du territoire, et des choses qui ne vont pas forcément parler... La communication de papa, qui sont très appréciées par un certain cénacle, un certain milieu, mais qui ne sont pas du tout identifiées, comprises par le grand public. Et comment ça se fait que ce qui paraît du bon sens, c'est-à-dire d'être compris par sa cible, eh ben, qu'aujourd'hui, ce ne soit pas mis en acte? On a un contexte culturel. Vous savez qu'en France, plus on donne le sentiment de dire quelque chose de très compliqué, plus c'est réputé très intelligent, ce qui n'est pas favorable pour la prise de contact en tant que tel. Donc effectivement, il faut arriver à dire de manière simple ce qui est complexe, et dans le cas qui est illustré ici, on le voit bien. C'est pour ça que toutes les accroches qu'on peut avoir au niveau symbolique sont aussi importantes. Pensez à la campagne déroulée il y a quelques années par la Caisse d'épargne, qui était autour du thème de finalement dans la jungle des propositions financières, comment peut-on s'orienter efficacement avec l'appui de la Caisse d'épargne en tant que telle. On a un autre registre marchand, mais tout de même. Et là, c'était une autre fable animalière, un peu du type de celle qu'on voyait tout à l'heure avec les fourmis et les pingouins. Là. Cette fable animalière qui montrait que finalement, on a besoin d'un appui, on a besoin d'une médiation, et que, en l'occurrence, le message de la Caisse d'épargne était appuyé sur un écureuil, bien sûr, icône, marque clé, j'ai envie de dire, de la Caisse d'épargne, qui venait indiquer la route finalement à une taupe qui avait perdu ses lunettes dans la jungle des placements financiers. Donc il faut arriver à le mettre un peu en métaphore et à le dire de cette façon-là. Toute la question est ici, encore une fois, quand on a des éléments très concrets, très rationnels, du type que du trajet, du temps passé, du bus et des choses comme ça, comment arriver à le réenchanter un peu, déclencher une forme de rêve, mais qui ne soit pas déconnecté de la réalité. Ça, c'est clair. C'est cet équilibre-là, d'ailleurs, qui est beaucoup attendu aujourd'hui par les usagers. Changer les comportements, c'est un travail de longue haleine. Donc, on a vu à travers votre exemple, ça a commencé par une émission télé-radio. Il y a eu une campagne d'affichage. Il y a eu ce spot de pub pour les cinéphiles. Quelle est la prochaine étape et comment on fait pour continuer à communiquer sur les transports publics sans se lasser soi-même, service de communication, et sans lasser le public? Alors déjà, on améliore en permanence notre réseau. On revoit les tarifs, on développe de nouveaux produits, on améliore les lieux d'attente. Mais ça, c'est le service. Ça, c'est le service. Le communicant, il dit quoi là-dessus? Le communicant, il dit, voilà, on peut maintenant communiquer en situation. Et donc, nous sommes en train de réfléchir à le développement de supports de communication au sein des gares, en utilisant les abribus, les arrêts de bus, en utilisant les flancs ou les arrières des bus. Ça peut être un très, très bon support de communication, et aussi bien dirigé vers l'utilisateur que vers l'utilisateur potentiel. Combien d'automobilistes se retrouvent à un moment bloqués derrière un bus, et là, ils peuvent recevoir un petit message sur lequel nous sommes en train de réfléchir. Donc vous voulez toute une fonction de relais, si je comprends bien, dans ces campagnes. Exactement. C'est ça qui est exactement. Jacques, un mot pour conclure? Écoutez, encore une fois, je crois qu'il y a un bel avenir pour la communication publique territoriale sur toutes ces questions. À elle j'irais presque d'oser. Oser parfois une certaine forme de distanciation, de mise en récit. Il nous faut encore une fois être capable de raconter des histoires crédibles et attractives sur ces sujets-là, montrer une plus-value réelle, effectivement, parce qu'il est clair que, si vous l'avez très bien dit à l'instant, si entre le message et la réalité d'un transport vécu, il y avait un écart important, on perd toute crédibilité et légitimité très rapidement. Mais c'est tout un travail encore de fond sur la conception de ces messages. On l'a évoqué au cours de cet échange, l'importance du choix des mots.
Ça tombe bien, c'est aussi le thème de la chronique de Bernard Deljari, la Minute de la Com. Bonjour. La communication est une histoire de mots. Se faire comprendre passe principalement par le vocabulaire, dans le langage comme dans l'écrit. Pourtant, bien des mots qui sont utilisés pour parler de la vie locale, pour rendre compte de l'action publique, appartiennent à un langage d'experts, souvent hermétique pour beaucoup d'entre nous. Une étude récente réalisée par l'Institut Médiascopie pour le réseau Capcom révèle l'ampleur de ce décalage entre le vocabulaire utilisé dans la communication publique et le sens qui en est donné par les citoyens. Par exemple, que comprend-on du principe de subsidiarité, du millefeuille territorial, du pacte de confiance ou de la notion de chef de file? Selon cette étude, même le mot décentralisation reste ambigu. Dans l'esprit de nombreux Français, la décentralisation est souvent associée à la délocalisation. Les Français ont une faible connaissance de la décentralisation, de son histoire, de son organisation, de ses perspectives et de son jargon. Raison de plus pour ne pas les abreuver de termes volontairement compliqués. Les Français déclarent souhaiter une action publique plus efficace et moins coûteuse. Les collectivités ne manquent pas de mots pour en rendre compte. Aménagement du territoire, développement économique local, qualité des services publics, attractivité du territoire. Voilà autant d'atouts. Les Français valorisent la notion de proximité. C'est là le fondement même de la décentralisation. Gestion de proximité, services et équipements de proximité, agents et élus présents sur le terrain. Les communicants publics, les médias et les élus devraient parler de manière plus simple et plus concrète de la décentralisation. Et pour en rendre compte, un travail sur les mots s'impose. Et je crois que l'action publique locale ne manque pas de mots porteurs de sens positif. Merci à Bernard, dont on retrouvera la Minute de la Com dans notre prochaine émission. Merci à mes deux invités, Régis Rostin et Jacques Bonnet. Merci, Jaume. Merci. Rassurez-moi, vous repartez en transport public? On se sent transporté, Jaume. Bien sûr, on va regagner le Var en utilisant les transports publics. Bravo. On se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle émission Territoire de Com. Vous pouvez revoir cette émission sur www.demain.fr et sur www.cap-com.org. À très bientôt. Au revoir.